L'attentat de la rue Copernic. Vendredi 3 octobre 1980, une bombe explose devant une synagogue du 16e arrondissement de Paris. Le bilan est lourd, 4 morts et des dizaines de blessés. Mais il aurait pu être bien plus grave. Les fidèles présents ce jour-là étaient encore à l'intérieur de l'édifice au moment où l'explosion a eu lieu. En effet, la cérémonie avait un quart d'heure de retard. Les victimes se comptent parmi des passants, dont plusieurs ne sont pas issus de la communauté juive. Immédiatement après l'attentat, des manifestations ont lieu en France pour dénoncer l'antisémitisme d'extrême droite. Plusieurs personnalités censées représenter cette mouvance vont être violemment agressées. L'enquête, elle, va également suivre la piste de prétendus mouvements néo-nazis, avant qu'une prise de conscience ne recentre les regards sur une nouvelle menace dont on parlera beaucoup à l'avenir. Paris, 3 octobre 1980. Il est un peu plus de 18h30. La synagogue de la rue Copernic accueille ses fidèles pour ses traditionnelles célébrations du vendredi. L'édifice est plein. Plus de 300 fidèles venus fêter les cérémonies marquant la majorité religieuse dans la communauté hébraïque. Ce jour-là, le rabbin Michel Williams est en retard d'un bon quart d'heure dans sa célébration. Il ne le sait pas encore, mais ce retard sera providentiel. Il va sauver la vie de centaines de personnes. Tout à coup, une détonation assourdissante fait s'écrouler la verrière. Une des portes est balayée par le souffle de l'explosion. Les véhicules qui passaient dans la rue sont projetés sur le trottoir. À plus de 100 mètres à la ronde, les devantures des magasins s'écroulent comme de vulgaires châteaux de cartes. Le choc passé, on se presse pour secourir les victimes. Sur les 300 fidèles qui assistaient à la cérémonie, une quarantaine seront blessés. Mais les victimes les plus durement atteintes se trouvaient, ce jour-là, à l'extérieur de l'édifice. Philippe Bouissy, âgé de 22 ans seulement, passait en moto dans la rue. Il sera tué sur le coup. Aliza Chaguir, une présentatrice de télévision israélienne, est en vacances en France. Elle mourra dans l'explosion, alors qu'elle marchait sur le trottoir. Juste devant l'édifice, Jean-Michel Barbet, un chauffeur qui attendait une famille présente dans la synagogue, subira le même sort. Enfin, Hilario Lopez Fernandez, concierge d'un hôtel situé presque en face de l'édifice religieux, est grièvement blessé. Il décédera de ses blessures 2 jours plus tard. Une atmosphère d'apocalypse plane dans le quartier. Des morceaux de verre, de pierre, de toutes sortes de matériaux qui constituaient les bâtiments battent maintenant le pavé, au milieu des familles qui peinent à se remettre de l'émotion. Les secours arrivent. On évacue les victimes. Les rédactions parisiennes, sises toutes proches, sont évidemment sur place en peu de temps. Michel Williams déclare, face aux caméras, « Il s'agit d'une bombe plantée par nos amis les antisémites et les nazis de France. Mais nous n'avons pas peur. » Demain matin, nous allons prier dans cette synagogue de la rue Copernic, demain matin, et la semaine prochaine, et toute la semaine, et pour toujours. Nous n'avons pas peur. Le porte-parole du MRAP, mouvement de respect et d'amitié entre les peuples, Albert Lévy, ainsi que le président de la LICRA, Jean-Pierre Bloch, accusent carrément, eux, l'internationale néo-nazie. Si la bombe avait éclaté une demi-heure plus tard, comme sans doute c'était prévu, nous aurions 100 ou 200 morts. Bologne, Munich et ce soir Paris. J'accuse l'internationale nazie d'organiser ces attentats criminels. L'attentat fera bien sûr la une de tous les journaux. Moins d'1 heure après l'explosion,
l'agence France Presse reçoit un appel téléphonique. Au bout du fil, le correspondant se dit membre des faisceaux nationalistes européens, un groupuscule d'extrême droite qui revendique l'attentat. Ces faisceaux seraient la reconstitution de la Fédération d'action nationale et européenne, la FAN, organisation dissoute par le gouvernement le 3 septembre 1980. Interrogé par les journalistes de TF1, Raymond Barre tiendra ces propos qui vont produire l'effet d'une seconde bombe. Ce soir, et je rentre de Lyon plein d'indignation à l'égard de cet attentat odieux qui voulait frapper les Israélites qui se rendaient à la synagogue et qui a frappé des Français innocents qui traversaient la rue Copernic. Une grande partie de la communauté juive, mais aussi de l'opinion, est choquée. Le ministre voulait-il insinuer par là que les fidèles présents ce jour-là ne sont ni français ni innocents? La polémique enfle. Elle ne sera guère endiguée par la tentative de rattrapage du Premier ministre, 4 jours plus tard, devant l'Assemblée nationale, où il assure, dans son discours, ses compatriotes juifs de la sympathie de l'ensemble de la nation. D'autant que le gouvernement est depuis plusieurs mois attaqué pour ses prétendus liens avec des réseaux d'extrême droite. Plusieurs milliers de personnes se réunissent le lendemain devant la synagogue. Elles protestent contre ce qu'elles appellent la menace antisémite d'extrême droite, prenant le pas sur les propos du rabbin tenu la veille. Le cortège rejoint les Champs-Élysées. Dans les régions françaises, plusieurs autres manifestations du même type ont lieu. Les défilés prennent prioritairement pour cible le gouvernement de droite alors au pouvoir. Le comité de liaison des étudiants sionistes socialistes, le CLES, organise un défilé au cri de « Bonnet, Giscard, complice des assassins ». Il faut dire que le contexte de l'époque a quelque chose de très politique. La campagne présidentielle vient de débuter. Jean-Pierre Chevènement, membre du Parti socialiste et soutien de François Mitterrand, dénonce dans Le Monde la véritable osmose qui s'est créée entre une partie du personnel dirigeant giscardien et l'extrême droite. Toutes les manifestations pointent du doigt la menace néo-nazie. Partout, un mot d'ordre. Il faut éradiquer les mouvements d'extrême droite, forcément responsables. Ainsi, c'est bien dans ce cadre que démarrent les investigations. L'enquête va se révéler longue, fastidieuse et pleine de rebondissements. Des discours, des manifestations, mais aussi des actes. Et, comme souvent en ce type de circonstances, la violence prend le pas sur la raison. Des groupuscules de militants sionistes décident de passer à l'action. Sur la simple présomption de sa culpabilité, le chef de la FAN, Marc Frederiksen, est lynché par un groupe. Il s'en sortira avec plusieurs fractures et un traumatisme crânien. Les nervis ne s'arrêtent pas aux coups de poing. Des coups de feu sont tirés sur le local de l'œuvre française. D'autres militants agressent Michel Cagnet, un cadre de la FAN, et aspergent son visage de vitriol. Un commando fait irruption au domicile de Jean-Yves Pellet, le responsable du service d'ordre de la FAN, menotte l'hôte de la maison, puis lui injecte un mélange douteux fait d'huile et de diverses substances.
Et le pire est encore à venir. Un autre groupuscule s'en prend à un dénommé Charles Bousquet, un retraité. Les malfrats projettent de l'acide sur son visage, le défigurant. Pourtant, le seul tort de Charles Bousquet est de porter le même nom de famille qu'un ancien combattant de la division Charlemagne, Pierre Bousquet. L'écrivain Alain de Benoît a bien connu cette période. Il a d'ailleurs été parmi les cibles de cette vindicte communautaire. Lorsque l'attentat de la rue Copernic a eu lieu, est apparue une thèse climatique, si l'on peut dire. C'était pas le réchauffement climatique, mais c'était l'imputation climatique, c'est-à-dire qu'un certain nombre de gens, au premier rang desquels se trouvait M. Pierre Bloch, qui était alors le président de la LICRA, ont dit au fond tout ça, cet attentat, c'est le résultat d'un climat. Il y a un climat, la droite se renouvelle, l'extrême droite réapparaît au plus haut niveau, et tout le monde s'est mis à embrayer là-dessus, de façon à mettre en cause la nouvelle droite, et à travers la nouvelle droite, Hersant, qui était une cible privilégiée des milieux de gauche à cette époque-là. C'est-à-dire quand on pense à la nouvelle droite, on atteignait Hersant, on pense à Hersant, on atteignait la nouvelle droite. La police était attentive à ce genre de choses, elle a été allée voir Louis Pauwels, et elle lui a dit tout bonnement que les services de sécurité n'étaient pas en mesure de garantir la sienne et celle de ses amis, et qu'il valait mieux que nous prenions un petit peu de champ. Donc, Pauwels et moi-même, quelques autres, ont carrément plongé dans la clandestinité. On a abandonné les endroits où on a habité, on s'est abrité chez l'un ou chez l'autre, enfermé toute la journée à écouter la radio et ce genre de là. Donc c'est un souvenir tout à fait extravagant. Il y a eu des gens qui ont été attaqués dans la rue parce qu'ils ne convenaient pas sur ils avaient un physique un peu trop germanique peut-être. Il y a eu un malheureux type qui s'appelait Bousquet qui a été vitriolé parce qu'il était l'homonyme de l'ancien préfet de police de Vichy. Selon lui, c'est bien Jean-Pierre Bloch, le président de la LICRA à l'époque, qui est à l'origine de ce mouvement. L'élément le plus fort, ça a été la grande déclaration de Pierre Bloch alléguant la théorie du climat et en désignant nommément Louis Pauwels et le Figaro Magazine comme responsables de l'instauration d'un climat qui rendait possible ce genre de choses. Inutile de dire que aucun d'entre nous, ni Louis Pauwels ni qui que ce soit, n'avait jamais publié dans le Figaro Magazine le moindre texte à connotation antisémite, c'est évident. C'était des idées certes non conformistes, on dirait aujourd'hui politiquement non correctes, mais tout à fait acceptable par le public, d'autant plus que le succès de la formule, qui a duré jusqu'en 80 à peu près, c'est-à-dire jusqu'au moment de l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand, témoigne abondamment que ces thèses étaient exposées d'une façon tout à fait mesurée et tranquille. C'est donc dans un climat de tension extrême que démarre l'enquête. On imagine bien sûr la pression qui pèse sur les épaules des enquêteurs. Le coupable est quasiment désigné, mais il faut à présent des éléments solides pour l'inculper. Les premières constatations sur place permettent rapidement d'identifier l'origine de l'explosion. Il s'agit d'une charge de 10 kg de peintrite, un agent détonateur plus puissant que la TNT, dissimulé dans les sacoches d'une moto Suzuki. Le 2 roues était stationné à quelques mètres de l'entrée de la synagogue. De là, la priorité devient d'identifier le propriétaire de cette motocyclette. L'enquête sur la Suzuki conduit les enquêteurs jusqu'au magasin Moto Shopping Étoile, situé sur l'avenue de la Grande Armée. Le concessionnaire va fournir un portrait détaillé de l'acheteur,
un certain Alexandre Panadriou, domicilié au Celtic Hotel à Paris. Entre-temps, la police parvient à identifier l'auteur du coup de téléphone passé à l'agence France Presse, celui-là même qui revendiquait l'attentat au nom de la FAN. Il s'agit de Jean-Yves Pellet, le responsable du service d'ordre, celui-là même qui a été agressé à son domicile et à qui l'on a injecté un mélange douteux dans les veines. Mais, durant sa garde à vue, coup de théâtre, Pellet avoue ne pas être du tout un militant d'extrême droite, mais un militant sioniste. Des organisations pro-israélites lui avaient en réalité demandé d'infiltrer le mouvement nationaliste. Il admet aussi avoir faussement revendiqué l'attentat au nom de la FAN. Coup de tonnerre, celui que l'on croyait responsable de l'attentat s'avoue lui-même un infiltré. Il a donc faussement revendiqué cette action pour que les regards se tournent vers certains milieux. Ainsi, ce sont des milliers de personnes qui sont pointées du doigt pour leur simple sympathie avec des valeurs dénigrées par l'idéologie dominante. Et autant de victimes innocentes d'une vindicte populaire dictée par le pouvoir en place. Ce bouleversement met la puce à l'oreille des enquêteurs. Et si l'extrême droite n'était tout simplement pas à l'origine de l'attentat, bien que les services du renseignement, du contre-espionnage et de la police judiciaire penchent maintenant tous pour une autre piste, au sein du gouvernement, on continue de vouloir appuyer sur la piste des nationalistes. En effet, Giscard et ses ministres s'étaient vus accusés de collusion avec l'extrême droite, et l'on parlait d'une introduction de cette dernière dans les milieux policiers. En pleine campagne présidentielle, les adversaires de Giscard, Mitterrand en tête, disposaient d'un argument supplémentaire pour affaiblir leur rival. Ainsi, le pouvoir demande aux renseignements généraux, à la direction de surveillance du territoire et à la police judiciaire d'exploiter toutes les informations qui mettent en cause les milieux néo-nazis. Ces informations proviennent la plupart du temps de sources journalistiques ou de sources proches du pouvoir en place. Un an plus tôt, à l'été 1979, s'était déclenché à l'initiative du Monde et du Nouvel Observateur une immense campagne de presse qui a pris finalement des proportions mondiales et qu'on a appelé l'été de la nouvelle droite. Alors, on avait dépassé les 850 000 exemplaires, chiffre que le Figaro Magazine n'a d'ailleurs jamais retrouvé depuis. Et évidemment, ça provoquait un certain émoi, d'abord parce que des thèses qui étaient apparues assez confidentielles, jusque-là se trouvaient mises sous les projecteurs. Et donc, à gauche, bande de gens ont dit il faut arrêter ça, on va appeler ça la nouvelle droite, et on va lancer une campagne. Alors, il y a eu des milliers d'articles de presse, des conférences de presse, je vous passe les détails, c'est une autre histoire, mais c'est important pour comprendre ce qui s'est passé par la suite. C'est donc sur le terrain de l'extrême droite que sont dirigées les investigations. Policiers et agents des services de renseignement n'y croient guère. Pourtant, ils sont tenus de poursuivre cette piste. Le commissaire de police Jean-Pierre Pochon était, à l'époque des faits, le directeur de la section antiterroriste des renseignements généraux. Dès le départ, il a beaucoup de mal avec ses hommes à croire à une implication de l'extrême droite. Quelques semaines seulement avant l'attentat, Marc Frederiksen, le responsable de la FAN, avait été interrogé par ses services, de même de ses lieutenants. La FAN parce que c'était un mouvement néo-nazi et que de toute cette période, qui était une période, je le rappelle, préélectorale,
il y a eu un certain nombre de turbulences qui se sont manifestées par des actions violentes de militants d'extrême droite. Et la FAN revendiquait en quelque sorte le leadership, autant que je m'en souvienne, non pas de ses actions, mais de son activité contre les juifs, tout ce qui était antisémite. Donc, si vous voulez, il y avait ce contexte-là. Et la FAN, elle était représentée par des responsables, et notamment un, autant que je me souvienne, qui s'appelait Frederiksen, qui était le leader le plus charismatique, qui répondait à des interviews, faisait la une de la presse, et était la cible de tout ce qui était, je dirais, hostile à l'extrême droite, et en particulier néo-nazi, à travers la presse, à travers les politiques, ainsi de suite. Donc il y avait donc cette émergence, pour faire simple, une émergence dans un contexte délétère, préélectoral extrêmement agité, de mouvements d'extrême droite. Et au sein du mouvement d'extrême droite, les néo-nazis avaient une place, je dirais entre guillemets, prépondérante, du moins médiatiquement prépondérante. On s'est vite rendu compte, aux renseignements généraux, que l'organisation n'avait ni la possibilité, ni la volonté de frapper à un tel niveau. Ces actions se limitaient à des cibles bien précises, choisies parmi les personnes les plus aisées et les plus influentes de la communauté juive. Les enquêteurs s'étaient également rendus compte que beaucoup des lieutenants de Frederiksen étaient en fait des personnages assez versatiles et prêts à se vendre au plus offrant. Ils entretenaient ainsi des liens avec différents groupes de droite, de gauche et même d'extrême gauche. Quelques semaines seulement après l'attentat, en novembre 1980, l'Office fédéral de police criminelle allemand livre une information de première importance aux enquêteurs français. Ils mettent en évidence que le commando de la rue Copernic était composé de 5 personnes. Juste après l'attentat, elles sont reparties d'un aéroport parisien. Direction Beyrouth, la capitale du Liban. Les Allemands fournissent plusieurs indices sur 2 de ces personnes, sans toutefois pouvoir les identifier avec certitude. Le poseur de bombes serait ainsi un homme de nationalité jordanienne. Il aurait obtenu un faux passeport chypriote au nom d'Alexander Panadriou. C'est bien ce nom que retrouveront les policiers auprès du loueur de moto, chez qui la Suzuki avait été empruntée pour l'attentat de la rue Copernic. Forts de ces informations, les enquêteurs français procèdent à de nombreux interrogatoires parmi les rares témoins. Au Celtic Hotel, où était domicilié ce fameux Alexander Panadriou, il retrouve une fiche d'hôtel à son nom, avec ce qui semble être son écriture et sa signature. Par ailleurs, les renseignements généraux retrouvent une prostituée avec qui le poseur de bombes aurait passé la nuit. La police l'interroge et, grâce à elle, établit un portrait robot. Il s'agirait d'un homme d'une trentaine d'années, moustachu, de type arabe et d'une taille d'environ 1,70 m. Ces informations correspondent en tout point à celles qui avaient été livrées par la police allemande. Malgré cela, la piste d'extrême droite sera poursuivie sous l'impulsion de Giscard et de ses ministres. On n'était pas à même de travailler sur l'extrême droite. Ce n'est qu'à partir du moment où la campagne électorale a commencé et qu'elle s'est développée dans le contexte qu'il est extrêmement important de rappeler, qui était un contexte où l'opposition qui pouvait gagner et qui allait gagner par Mitterrand a considéré que le pouvoir en place était en quelque sorte corrompu et pénétré par l'État. Donc, si vous voulez, c'était tout à fait un contexte politique qui existait. Parce que rien de tout ce que nous pouvons dire aujourd'hui ne peut se mettre en marge du contexte politique. Le contexte politique, c'était ce qui a couvert
toute cette période-là, avec des côtés positifs, des côtés négatifs, des côtés dramatiques. Les sources journalistiques sont toujours les plus importantes pour déterminer l'origine néo-nazie de l'attentat. Au sein de ce contexte politique, mais on n'était pas les seuls, hein, mais nous, on était un tout petit groupe, un petit noyau. On devait faire face, si vous voulez, à toutes les, et on l'a fait, à toutes les demandes qui étaient faites pour vérifier, pour confirmer ou infirmer que tel groupe, tel individu était dans les milieux d'extrême droite et néo-nazis, était soit susceptible de faire un attentat, soit avoir commis des attentats. Et évidemment, quand Copernic est arrivé, encore une fois, c'était l'illustration absolument extraordinaire. Politiquement, ça a été utilisé de manière extraordinaire, mais c'est normal, tout le monde l'aurait fait sans doute. Que c'était l'extrême droite qui avait frappé. Début novembre, une piste espagnole, toujours au sein de l'extrême droite, est évoquée par le journal L'Humanité. Ce dernier cite des policiers et désigne un leader néo-nazi espagnol qui se cacherait sous le nom de Alexander Panadriou. La police enquête sur cette fausse piste, mais ne trouve rien de concret. 5, 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République.
La thèse de l'extrême droite, définitivement aux oubliettes, il ne reste que peu d'éléments sur les auteurs de l'attentat. Durant plus de 20 ans, les recherches vont piétiner, malgré d'incontestables tentatives, pour parvenir jusqu'aux terroristes. Jusqu'au jour où un juge, déterrant les archives de la police, va enfin mettre le doigt sur une piste intéressante. Une piste qui avait, dès le départ, été signalée aux enquêteurs. Malgré la pression du pouvoir, la police judiciaire parvient, tant bien que mal, à avancer dans le bon sens. Le 8 octobre 1981, à l'aéroport de Rome, la police de l'air et des frontières italienne arrête un groupe de Palestiniens en provenance de Beyrouth. Elle transmet à la justice française un passeport utilisé par un certain Hassan Diab. Sa photo ressemble étrangement à celle du portrait robot dressé à l'aide de la prostituée. Ce suspect d'origine palestinienne, âgé de 29 ans en 1980, possède la double nationalité libanaise et canadienne. Mais le pouvoir ne donne guère plus de moyens aux policiers pour continuer leurs investigations. Et celle-ci se heurte par ailleurs à de nombreuses complications au niveau international. L'enquête va s'enliser et il faudra attendre plus de 20 ans pour qu'un suspect soit enfin arrêté. En 1999, les renseignements français identifient formellement Hassan Diab comme le confectionneur de l'engin explosif utilisé dans la rue Copernic. Mais là encore, les lenteurs administratives et les intrications diplomatiques vont ralentir fortement les procédures. Ce n'est qu'en 2007 que le dossier va finalement pouvoir avancer. Il est à ce moment-là entre les mains d'un certain Marc Trévidic, connu depuis pour avoir enquêté sur les terroristes du 13 novembre 2015. Marc Trévidic délivre une commission rogatoire internationale aux États-Unis pour un suspect du nom d'Hassan Diab, ayant vécu aux États-Unis et au Canada. Il est considéré comme le chef du commando. Hassan Diab, à ce moment-là professeur de sociologie à Ottawa, est diplômé à l'université de Syracuse, aux États-Unis. Il est arrêté à Gatineau, dans la province de Québec. Il est donc soupçonné d'avoir confectionné et posé la bombe de l'attentat de la rue Copernic. Les charges à son encontre reposent sur 3 points. Le premier, c'est bien sûr ce portrait robot établi grâce au témoignage de la prostituée. La jeune femme a passé une nuit avec lui lors de son séjour en France entre fin septembre et début octobre 1980. Le deuxième, c'est une analyse graphologique. À l'époque, chaque client d'un hôtel doit remplir une fiche manuscrite déclinant son identité. Or, l'expert qui s'est penché sur la fiche d'hôtel utilisée par Alexander Panadriou est convaincu que l'écriture est celle d'Hassan Diab. Enfin, troisième point important, la main mise sur son véritable passeport, retrouvé à Rome par la police italienne. Le passeport était détenu par le neveu de Selim Abou Salem, le dirigeant de l'organisation terroriste Front de Libération de la Palestine. Ce passeport démontre qu'Hassan Diab est entré en France le 20 septembre 1980 et qu'il en est reparti le 7 octobre, exactement comme les autres membres du commando ayant perpétré l'attentat. Ces dates correspondent par ailleurs à celles qui avaient été données par la police allemande en novembre 1980. Forte de ces charges, la France lance une procédure d'extradition à l'encontre d'Hassan Diab. Elle est contestée, car les procédures d'extradition entre les deux pays ne sont pas réciproques et que, selon l'avocat de Diab,
la France ne détient pas de preuves suffisantes contre son client. Non seulement il n'y a pas de nouvelles preuves de culpabilité, mais il y a aussi des preuves écrasantes d'innocence. Il s'agit d'une affaire comme la tristement célèbre affaire Dreyfus, où la France ne se distingue pas. Le ministre de la Justice canadien signera finalement son ordre d'extradition en 2012, ouvrant la voie à sa remise aux autorités françaises. Hassan Diab est mis en examen pour assassinat, tentative d'assassinat et destruction de biens par l'effet d'une substance explosive ou incendiaire commise en bande organisée. Il est placé en détention provisoire. Une véritable campagne en faveur de sa libération est lancée par plusieurs organisations, telles qu'Amnesty International. Ceci, malgré de nouveaux indices qui semblent à chaque fois inculper un peu plus Hassan Diab. Nous attendons tous du Premier ministre Trudeau, du ministre des Affaires étrangères Garneau et du ministre de la Justice Lametti qu'ils fassent clairement savoir à leurs homologues français que le Canada estime qu'à ce stade, il convient que les autorités françaises abandonnent ces accusations infondées contre Hassan Diab. Après de multiples rebondissements, qui voient sa détention provisoire suspendue, le 12 janvier 2018, la justice française prononce un non-lieu et ordonne la libération immédiate d'Hassan Diab. Les charges pesant contre lui ne seraient pas suffisamment probantes et se heurteraient à trop d'éléments à décharge, selon l'ordonnance du juge d'instruction. Mais la chambre de l'instruction infirmera le non-lieu et renverra le dossier aux assises, 40 ans après les faits. Ainsi, à l'heure actuelle, Hassan Diab est toujours mis en examen pour assassinat, tentative d'assassinat et destruction de biens dans l'affaire Copernic. Problème, entre-temps, il est rentré au Canada. Pour que son procès ait lieu, il faudrait que le pays accepte à nouveau son extradition. Aujourd'hui, Hassan Diab vit libre au Canada. Son procès doit avoir lieu dans les prochains mois ou les prochaines années en France, mais il n'est pas dit que le pays de Justin Trudeau accepte cette fois son extradition. Il pourrait se référer au manque de preuves, à la possibilité d'une homonymie et suivre les recommandations de l'ONG Amnesty International. Ce faisant, il ferait de nouveau tomber l'enquête dans des travers qu'elle a déjà connus.